Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Nouvelle édition sur Africable Télévision. Bienvenue à toutes et à tous. À présent, le titre de ce journal avec l'actualité égyptienne. Mohamed Morsi n'est plus président de l'Égypte. L'Égypte où des milliers de personnes attendent la suite des événements alors que l'ultimatum de l'armée a expiré. Les militaires avaient donné jusqu'à 14h30 GMT à Mohamed Morsi pour répondre aux revendications du peuple. Vous entendrez la déclaration de l'armée dès le début de ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur la première chaîne panafricaine. En ouverture de ce journal, l'actualité en Égypte, l'armée a fait une déclaration il y a quelques instants. Elle suspend temporairement la Constitution et le président de la Cour constitutionnelle devient président par intérim. Je vous propose d'écouter à présent le général Al-Sisi, président du Conseil suprême des forces armées égyptiennes. On espérait une réconciliation nationale sur la base d'une feuille de route pour l'avenir qui garantisse l'espoir et la sécurité à ce peuple pour satisfaire ses ambitions et ses espoirs. Mais le discours du président hier soir et avant l'expiration du délai des 48 heures n'est pas venu satisfaire les demandes du peuple. Ce qui a obligé les forces armées, sur la base de leurs responsabilités nationales et historiques, de consulter certains responsables des forces nationales, politiques et des jeunes, sans exclure personne. Les personnes réunies se sont mises d'accord sur une feuille de route pour l'avenir qui comporte des premières étapes pour renforcer la société égyptienne, qui n'exclut aucun de ses fils et aucun de ses courants, et pour mettre fin à la tension et à la division. Cette feuille de route comporte ce qui suit. La suspension de la Constitution de façon temporaire. Le président de la Cour constitutionnelle supérieure va prêter serment devant l'Assemblée générale de la Cour. L'organisation d'élections présidentielles anticipées avec le président de la Cour suprême constitutionnelle qui assure l'intérim en attendant d'élire un nouveau président. Le président de la Cour constitutionnelle suprême aura le pouvoir d'émettre des déclarations constitutionnelles durant la période de transition. Former un gouvernement d'experts avec tous les pouvoirs nécessaires pour gérer la période de transition. Former une commission pour réviser les amendements constitutionnels proposés à la Constitution suspendue provisoirement. Demander à la Cour constitutionnelle suprême d'adopter un projet de loi électorale pour l'Assemblée nationale et adopter une charte d'honneur pour les médias qui assurent et qui garantissent la liberté des médias et qui mettent l'intérêt suprême de la nation au-dessus de tout. Prendre des dispositions exécutives pour inclure les jeunes dans les institutions de l'État pour qu'ils participent à la prise de décision aux différents niveaux du pouvoir exécutif. Constituer une commission nationale de réconciliation avec des personnalités crédibles, acceptées par les élites nationales et qui représentent les différents courants du pays. Les forces armées rendent hommage au peuple égyptien, au grand peuple égyptien,
Il invite à manifester de façon pacifique et à éviter la violence qui conduit à plus de tensions. Vous venez d'écouter le général Al-Sisi, président du Conseil suprême des forces armées égyptiennes. Retour sur la situation toujours très tendue en Égypte. L'ultimatum de l'armée a expiré. Le président Morsi avait jusqu'à 14h30 GMT pour répondre aux exigences des centaines de milliers de personnes qui réclament sa démission. Ultimatum rejeté par le président issu des frères musulmans et qui appelle pourtant à la formation d'un gouvernement de coalition. Mais la mobilisation de ses opposants ne se demande pas. Ils sont prêts à attendre quelques heures de plus s'il le faut sur la place Tahrir. Depuis dimanche, ils sont des centaines de milliers pour demander le départ du président Morsi. L'ultimatum de 48 heures lancé par l'armée au chef de l'État pour satisfaire les revendications du peuple a expiré depuis 90 minutes. Je demande à Morsi d'avoir pitié de son peuple. Ainsi, la situation ne tournera pas à la guerre civile. Je lui demande d'être raisonnable et de démissionner comme l'avait fait Hosni Moubarak, que quelqu'un d'autre prenne sa place. La peur d'une guerre civile, car la nuit dernière et ce matin, partisans du président Morsi et opposants se sont affrontés aux abords de l'université du Caire. Bilan 23 morts en quelques heures. Les supporters du président affirment avoir été attaqués les premiers. Ils disent que nous sommes les infidèles et tout ça, mais nous n'avons pas d'armes. On nous a tiré dessus avec ça. Les frères musulmans affirment aujourd'hui être en mesure de mobiliser aussi des millions de personnes, comme le fait l'opposition. Hier, Mohamed Morsi a tenu un discours combatif. Pas question de quitter le pouvoir un an seulement après la première présidentielle libre de l'histoire de l'Égypte. Il refuse, affirme-t-il, le diktat de l'armée. Deux Égyptes face à face et l'armée en arbitre. Dans les artères conduisant à la place Tahrir, en marge des opposants les plus radicaux, c'est l'inquiétude qui prévaut. J'ai peur pour l'Égypte. L'Égypte est en train de brûler. L'Égypte, c'est notre mère, c'est notre civilisation. Nous devons la protéger avec notre âme et avec notre sang. Alors pour l'instant, ils prient par centaines, certains sur des drapeaux égyptiens, sans savoir de quel côté le pays peut basculer. Voilà, c'était des manifestations avant que l'armée ne mette fin au régime de Mohamed Morsi. Autre dossier dans l'affaire Snowden qui vire à l'imbroglio diplomatique, et c'est le président bolivien qui en a fait les frais. De retour de Moscou, l'avion d'Evo Morales a été interdit de vol par plusieurs pays européens. Il était soupçonné d'avoir embarqué l'ancien agent de la CIA. C'est lui qui est à l'origine des fuites sur le programme de surveillance de la NSA. Contraint et forcé, le chef d'État bolivien a dû atterrir en Autriche. Aéroport de Vienne, et à bord de cet avion Evo Morales, le président bolivien a finalement pu quitter la capitale autrichienne après être resté bloqué ici pendant 13 heures. À l'origine de cette escale imprévue, la France, l'Italie, le Portugal et l'Espagne lui auraient refusé le survol de leur territoire en raison d'une rumeur selon laquelle Edward Snowden se trouvait à bord de son avion, rumeur qui a provoqué la colère du vice-président bolivien. Nous avons mis en œuvre une procédure pour dénoncer ces faits devant les Nations Unies. Nous irons aussi devant le Haut Commissariat des droits de l'homme pour dénoncer cette violation des droits internationaux, cette violation des lois du trafic aérien et cette mise en danger de la vie du président Evo Morales. Ce nouvel incident diplomatique s'est produit quelques heures après que Evo Morales a déclaré en marge d'une visite à Moscou que son pays était prêt à accueillir Edward Snowden. L'ancien consultant de la NSA recherché pour espionnage par Washington aurait demandé l'asile à 21 pays et serait aux dernières nouvelles toujours réfugié à Moscou. Quant à Evo Morales, son appareil est arrivé aux Canaries pour une escale avant de regagner la Bolivie. C'est l'une des principales informations de la journée, l'abdication du roi de Belgique. C'est officiel, Albert II a annoncé son intention de quitter le trône le 21 juillet prochain, jour de la fête nationale belge. Voici à présent le portrait de ce souverain. Né le 6 juin 1934, fils cadet du roi Léopold et de la reine Astrid, Albert II n'est devenu roi qu'en 1993, après la mort inattendue de son frère aîné, Baudouin. Le 9 août, il prête serment comme 6e roi des Belges avec une priorité, maintenir l'unité du pays.
Dès la première année de son règne, il signe une nouvelle constitution fédérale, dotant la Flandre, la Wallonie et Bruxelles de pouvoirs étendus. Baudouin, à partir de 1951 et jusqu'en 1993, s'est usé la santé et le cœur à piloter un navire qui commençait à se fissurer, qui perdait ses boulons, etc. Tandis qu'Albert II, le marin, on lui a dit, sire, essayez d'encore le faire flotter, et c'est ce qu'il réussit depuis 1993, et connaissant la Belgique, c'est un exploit. Lors de la terrible affaire du Trou en 1996, il reçoit les victimes survivantes du pédophile et les familles des enfants assassinés. Plus à l'écoute de son peuple que ses prédécesseurs, il était devenu l'un des derniers symboles de l'unité fragile du pays. Inlassablement, il a tenté de rassembler Wallons et Flamands aux cultures différentes. En 2011, alors que le royaume est touché par la plus longue crise politique de son histoire, 541 jours sans gouvernement, il pousse les politiques des deux communautés à trouver un accord. Il a à un certain moment osé dépasser son rôle réel de ne pas intervenir quand il y a un problème politique qui se pose, et que là il a dit clairement, bon mes amis c'est fini, maintenant vous allez vous mettre à table, vous allez trouver une solution, parce que moi, en tant que roi et en tant que Belge, j'en ai marre. Je pense qu'il était le roi qui a tenté de maintenir la cohésion entre les Belges. Il a dû gérer une période vraiment difficile. Ni wallon ni flamand, il est considéré comme l'un des derniers vrais Belges du royaume. Son successeur aura la lourde tâche de préserver l'unité du pays. Dans l'actualité également, la présidentielle malienne, le candidat de l'Union pour la République et la démocratie a entamé une tournée à l'intérieur du Mali ce mardi. Après la crise, Soumaïla Cissé est allé porter son soutien aux populations d'Ansongo et de Gao dans le nord du pays. Les détails avec nos envoyés spéciaux Aminata Mariko et Moussa Bari. Cette tournée du porte-flambeau de l'URD dans le septentrion malien se déroule dans un double contexte, notamment s'enquérir de l'état de santé des sections et sous-sections URD dans les perspectives de la prochaine présidentielle, mais surtout s'imprégner de la situation des populations du Nord qui ont souffert le martyre pendant l'occupation de la zone par les groupes armés. Soumaïla Cissé affirme compatir à leur douleur et a en outre salué le courage de la jeunesse qui a fait front aux groupes armés. Au cours d'une entrevue avec le contingent malien basé à Gao, l'invité du jour a encouragé tous les porteurs d'uniformes au front à doubler d'ardeur pour maintenir la quiétude. Cette tournée du candidat de la liste URD-PDS-PIDS se poursuit dans le nord du Mali jusqu'au 8 juillet prochain. Le ministre sénégalais de l'hydraulique et de l'assainissement a pris part à un conseil des ministres des pays membres de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie. Les pays membres de l'OMVG sont la Gambie, la Guinée-Bissau et le Sénégal. L'OMVG a pour mission l'exploitation rationnelle et harmonieuse des ressources communes des bassins du fleuve Gambie. Luis Dina Sagnan, Suleiman Han et Antoumar, nos correspondants permanents au Sénégal. Comment réduire le coût excessif de l'électricité dans l'espace commun de l'OMVG par l'exploitation de l'énergie hydroélectrique? L'interrogation est au menu de ce Conseil des ministres de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie. Cette session doit examiner un certain nombre de dossiers, notamment le dossier de Sambangalou, une centrale hydroélectrique de 128 MW. Qui va donc être un dispositif important dans la production d'énergie de la sous-région au niveau de l'OMVG. Comme vous le savez, l'énergie hydroélectrique est une énergie très intéressante pour nous parce qu'étant l'énergie la moins chère à l'heure actuelle. Pour exemple, le kilowattheure hydroélectrique est de l'ordre de 30 francs, là où le kilowattheure thermique dépasse les 100 francs. Donc nous avons intérêt à développer davantage l'énergie hydroélectrique. Et c'est tout le sens donc de la mise en œuvre des décisions au niveau du Conseil des ministres de l'OMVG. L'OMVG doit bouger et vite dans le sens des défis qui se posent aujourd'hui, à savoir une réalisation rapide de l'aménagement hydroélectrique de Sambangalou et du réseau d'interconnexion des pays membres, mais surtout une redynamisation de l'organisation. Il faut noter que dans un esprit de solidarité et d'intégration, la Guinée a cédé 20% de ses parts du barrage de Sambangalou dans le cadre de